Bonjour Père Patrick Desbois. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et puisque cette émission s'appelle Les Enfants de la République, est-ce juste de dire que votre engagement, Père Patrick Desbois, de prêtre épris de justice, de paix, de fraternité, c'est aussi un engagement en faveur des valeurs de la République et puis tout court de la République? C'est surtout en valeur de l'être humain, parce que quand je traverse la frontière pour aller en Allemagne ou bien en Irak ou aux États-Unis, je trouve les mêmes êtres humains. Donc je pense que justement, il faut qu'on arrive à rétablir la question de l'espèce humaine qui est une seule. On en avait beaucoup parlé avant et il semble que maintenant, on a tendance à s'arrêter entre Strasbourg et Nice. Alors, qu'est-ce que quand même représente la République pour vous, pour le prêtre que vous êtes, pour l'homme d'église? Vous allez voir laquelle? La République française, la République allemande. Là, on est la République française. La République française. On va commencer par la République française. C'est mon pays, je dirais. C'est là où j'ai été éduqué. Moi, je suis un enfant de l'école publique. J'ai fait le lycée public, très communiste d'ailleurs à la période, puis l'université évidemment publique de mathématiques. Donc, je dirais, je fréquente la structure de l'État. Et nous sommes d'ailleurs pour nos recherches en Irak toujours aussi en lien avec les structures de l'État et notamment avec le Quai d'Orsay. Je dirais la France a ses qualités et ses défauts. Une des qualités, c'est sans doute le fait main. Et je dirais que toutes mes recherches sur la Shoah ou sur l'Irak sont des recherches fait main. Parce que votre vie, c'est la recherche, et la recherche historique, la recherche spirituelle peut-être, de tout ce qui a fait les malheurs de l'humanité depuis. Oui, ça a d'abord été, disons que ça n'a pas toujours été sage. J'ai d'abord été prof de maths, et puis j'ai vécu au Burkina Faso, j'étais prof de maths, et puis après je suis devenu prêtre, paroisse. Mais c'est vrai que depuis une vingtaine d'années, je recherche les fosses communes des Juifs et des Tziganes qui ont été fusillés par les Allemands ou par leurs acolytes. Donc c'est ce qu'on appelait la Shoah par balle. Oui. Et c'est vous qui, quelque part, c'est vous qui avez découvert ça, la Shoah par balle. C'était déjà connu par les historiens. Je l'ai découvert dans le sens que c'était couvert. Voilà. Et que l'opinion publique, quand on dit Shoah, ils pensent Auschwitz. Et ils ont raison, sauf qu'il y a eu 2 200 000 Juifs fusillés depuis la Lituanie jusqu'à l'Azerbaïdjan, et que pratiquement personne ne veut le savoir. Et on va en parler de toute façon. Alors, aussi, ce qui est intéressant de savoir, c'est, vous dites, vous avez commencé en étant professeur de mathématiques, vous êtes très cartésien. Comment vous avez rencontré la foi, Père Patrick Desbois? J'en sais rien. D'abord, c'est venu à quel âge? J'ai quand même été éduqué comme catholique, j'étais baptisé, et puis après j'ai été évidemment attiré par les idées révolutionnaires de ma période. Nous faisions 3 mois de grève par an dans les universités. Dans la période quoi, 68, après 68? Non, je suis quand même plus jeune que ça, donc je suis dans les périodes 75, 76. Oui, post 68. Le mondial, pour le mondial en Argentine, on a fait 3 mois de grève. Et j'étais contre l'Église, à vrai dire, comme beaucoup, mais Vous étiez un révolutionnaire. Un révolutionnaire pacifiste, on apprenait à encadrer les manifestations pour qu'elles soient non violentes, voyez. Donc c'était une autre époque. On faisait des groupes pour que personne ne casse les vitrines ni ne brûle les banques. Et donc c'est un exemple à donner aujourd'hui à ceux qui manifestent. J'ai passé beaucoup d'énergie à ça, oui. Je me rappelle toujours à Dijon, je vois une fille qui avait une baramine pour casser une terrasse de restaurant, et je vais la voir et je lui dis mais pourquoi tu vas faire ça? Et elle enlève son masque. Ma grande surprise, c'était une copine de fac, et je lui dis mais qu'est-ce que tu fais là? Elle me dit je suis venue pour casser du flic. Et c'est vrai que on avait le souci quand on était jeune, est-ce que ceux qui manifestent ne soient pas blessés, mais aussi n'attaquent rien. Et c'était très difficile, car déjà, je me rappelle le Crédit Agricole de la place centrale de Dijon qui brûlait. Parce que vous êtes de Dijon? Je suis de Chalon-sur-Saône, je suis un Bressan, pur Bressan. Mes parents élevaient des poulets de Bresse et les vendaient. Alors, et puis il y a des personnages, des personnalités qui ont compté dans votre vie. Jean-Marie Lustiger, par exemple. Oui, j'ai rencontré plusieurs cardinaux. D'abord le cardinal de Courtrai, qui était mêlé à l'affaire Touvier, à la période. C'était la finale. J'étais aussi très marqué par Alain Jakubowicz. Je me rappelle, on a travaillé toute une nuit sur sa plaidoirie, et je suis allé assister à sa plaidoirie qui était vraiment difficile, puisque le président Mitterrand avait dit qu'il fallait finalement ne pas juger ce vieil homme. Et c'est vrai qu'après, lorsque j'étais nommé à Paris, j'ai rencontré le cardinal Lustiger. Beaucoup de gens m'avaient briefé parce que, en m'expliquant pendant des heures qui il était, à quoi fallait faire attention. J'étais dans la salle d'attente, un peu inquiet, et puis la porte s'est ouverte, et je lui ai dit, écoutez, je vais vous parler, comme j'ai parlé au cardinal de Courtrai. Je lui ai parlé très directement, et il m'a parlé très directement de la Shoah, et notamment de sa mère qui était morte à Auschwitz, et de sa famille qui était fusillée en Pologne.
Et puis après, j'ai travaillé avec lui. Sans doute, il m'a beaucoup appris. J'ai travaillé avec lui pendant 9 ans, je dirais, sur de nombreux sujets. C'est un homme qui avait une vision internationale et jusqu'au moment où il a fait sa dernière visite à New York, j'oublierai jamais, il était déjà malade, donc il logeait dans une paroisse et plus d'une quinzaine de rabbins orthodoxes, presque ultra-orthodoxes, sont venus le voir. Ce qui fait que la fille qui tenait la paroisse n'en revenait pas, que des rabbins défilent voir un cardinal. Je n'assistais pas aux discussions, elles étaient confidentielles. Ce furent sans doute ses dernières discussions avec l'orthodoxie juive. Et je me souviens d'ailleurs d'une émission qu'il avait faite ici dans le cadre du Forum Radio J, quelques années avant sa mort. Il avait la gorge nouée quand il parlait de son enfance, de sa famille, de ses racines juives et polonaises. Ah oui, je me rappelle, il avait reçu le chauffard du groupe Zaka avec Meshi Zahav, et donc on attendait. Il était assez surpris. Et vous parlez de l'association israélienne, l'association israélienne qui ramasse les corps, des victimes des accidents et des victimes du terrorisme. Et donc il y avait tous des gens de Zaka, et donc d'abord le grand rabbin Citruc reçoit la même chauffard, donc la Hola le suit, après l'Ustigiante, les mêmes Hola le suit, donc c'est déjà surprenant, et il ne s'attendait pas à ce qu'on le fasse parler, et il va au micro, et il regarde les gens, étaient tout rouges, et il dit « Je vous aime beaucoup », et puis c'était tout. C'était tout. Lustiger. Et vous avez d'autres anecdotes le concernant? Ouais, j'en ai des milliers, je dirais. Des choses qui ont marqué votre parcours. Une chose qui m'a beaucoup marqué, c'est lorsque le pape Benoît XVI a été élu, les télés israéliennes ou les radios israéliennes l'ont tout de suite interviewé. Et on s'en est parlé avant. Il m'a dit évidemment, les Juifs auront une seule question, c'est est-ce que c'est bon pour les Juifs ou est-ce que c'est pas bon pour les Juifs? Et alors il me dit, il faut que je le dise, mais il faut pas que je le dise de façon compréhensible. Alors il fait l'émission, il m'a dit j'ai choisi de le dire en yiddish, comme ça les autres comprendrront pas. Oui, parce qu'il parlait yiddish. Hein. Il parlait yiddish. Et c'était sa langue maternelle, le yiddish. Oui, au fin de repas du CRIF, c'était hallucinant parce que parfois il s'éternisait à parler avec un rabbin Lubavitch en yiddish, et on voyait un cardinal avec sa kippa rouge échanger en yiddish. Oui, parce que quelque part c'est une kippa. Hein. Ouais, parce que quelque part c'est une kippa. Quelque part c'est une kippa. Et qu'est-ce qu'il vous disait de ses racines juives, le cardinal Lustiger? Il était très marqué par la mort de sa mère, très marqué par le fait qu'il avait été jeune en Allemagne pour étudier l'allemand. Donc au début de la prise de pouvoir des hitlériens, et il était revenu en France et il avait dit à ses parents ils vont tuer les Juifs. Il dit dès que j'ai entendu ce qui se passait de l'antisémitisme tel qu'il est en Allemagne, il a dit j'ai tout de suite compris, ils vont tuer les Juifs. Et il a dit je suis revenu voir mes parents, et mes parents disent mais non, il aura dit si, ils vont tuer les Juifs. Et on était dans les années 35, 36. Les années 35. 35, 36. Alors, on va parler de vous, Père Patrick Desbois. En quelle année vous avez été ordonné prêtre? 86. 86. Et donc, vous êtes ordonné prêtre, vous devenez ensuite directeur national des évêques de France pour les relations avec le judaïsme. Quand et pourquoi? Je suis devenu directeur d'abord, j'étais devenu quand je suis arrivé sur Lyon, j'étais supérieur de séminaire, et comme j'étais un étranger à Lyon, je suis allé voir le cardinal. Et un étranger, vous n'étiez pas très loin, hein? Mais à Lyon, c'est particulier. Il faut au moins 3 générations pour être lyonnais. C'est très particulier. J'étais de la Bresse, donc j'étais vraiment un étranger. Ouais. Et donc j'ai dit au cardinal, donnez-moi quelque chose que les Lyonnais n'aiment pas. Ah bon, il n'aime pas les Juifs? Alors je lui ai dit, je lui ai donné le choix entre les Juifs, les tziganes ou les sortis de prison. Et il m'a dit, les Juifs. Ah bon? Il m'a dit parce que mon conseiller vient de se faire enlever par l'affaire Touvier, il s'était fait enlever physiquement. Il me dit ils l'ont un peu cabossé, mais il est encore en forme, il va vous former. Et donc cet homme, Charles Favre, m'a formé avec Marc Caron, qui était alors à la période président du Nébrite, et ils m'ont formé avec Alain Jakubowicz, je dirais à la raison de 3 ou 4 repas dans tous les grands restaurants de Lyon. Et j'ai appris, je dirais non pas le Talmud, la Guémarate, c'était pas le sujet. C'était comment être avec les Juifs au niveau national et international. Il faut savoir que celui qui m'a formé était spécialiste en géopolitique et en géostratégie. Il était aussi psychiatre des foules. Il analysait l'opinion publique et il analysait notamment la montée de l'émissarité envers les Juifs. Et c'était qui? Charles Favre. C'est un inconnu pour beaucoup, sauf pour ceux qui l'ont connu. C'est un homme de l'influence. Et normalement, j'aurais dû rester dans l'ombre pour toujours. Je me rappelle, un ami juif d'un kibboutz m'avait dit, il faut que le jour de ton enterrement, les gens à la sortie de l'église disent, mais qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qu'il faisait? Et alors, vous êtes allé en Israël? Je suis allé beaucoup, c'est-à-dire que très vite, j'ai eu la chance, je voulais monter un pèlerinage,
et j'ai trouvé un journal, la revue Passage. Il y avait une pub, j'ai téléphoné, c'était l'agence Zénith. Et donc ça, c'était dans les années 80, 90. Même pas, oui, quelques années après mon ordination, et répond une dame qui s'appelait Violette Meidenberg, et je ne savais pas que c'était la femme du patron. Et elle me dit, mais ça fait 2000 ans. Meidenberg. Elle me dit, je ferai n'importe quoi. Ça fait 2000 ans qu'on se dispute. Je vais casser les prix. Et longtemps après, j'ai appris qu'elle était la femme de Paul Meidenberg, qui avait une grosse compagnie. C'est devenu des amis, toute la famille Meidenberg. Et tout de suite, elle m'a fait inviter dans sa famille. J'oublierai jamais, je suis atterri, mon avion avait du retard, c'était un charter. Il m'attendait à 4 heures du matin, son frère, et j'ai logé tout de suite à Yehoud, à côté de Ben Gurion. Et après, j'ai découvert Israël de l'intérieur. J'avais compris que les Juifs n'étaient que 12 à 14 millions, pas plus que les Burkinabés, où j'avais vécu. Donc j'ai dit, il faut pas se casser la tête. Et j'ai appris par la vie de tous les jours. Et puis après, j'ai fait des cours à l'université du Mont Scopus l'été. Et la Providence a voulu que mon billet avait du retard. Nous sommes partis 6 jours avec un jeune Lubavitch dans le désert du Sinaï. Et donc, quand je venais à Paris, je logeais soit dans une famille, la famille Benadiba Lubavitch de Créteil, des dentistes, des gens formidables. Et l'autre famille que je connaissais, c'était la famille Richard Presquier. Donc, chez les uns, j'apprenais à vivre comme à Jérusalem, dans les milieux orthodoxes. Et chez les autres, comme en Pologne. Et dans les autres, comme en Pologne, et surtout à jouer au Scrabble et à toujours perdre. Et alors, vous avez appris l'hébreu? Vous parlez hébreu? J'ai appris l'hébreu parce que j'ai passé un Shabbat dans une famille et je savais d'ailleurs pas quoi faire. Et la famille faisait vraiment Shabbat, et il y arrivait les 3 enfants qui étaient militaires, qui ne parlaient pas anglais, et donc c'était un Shabbat en silence. J'ai dit, c'est la dernière fois que je fais un Shabbat en silence, donc j'ai appris l'hébreu. En combien de temps? En tout, j'ai mis 9 ans. 9 ans. J'ai pris c'est par rapport aux gens qui nous écoutent, pour leur expliquer qu'ils peuvent apprendre l'hébreu. Alors, peut-être en un peu moins de 9 ans, mais un peu moins de 9 ans. Mais à la fin, j'ai quand même pris 9 heures de cours privés par semaine par une Israélienne de Lyon. Et j'ai travaillé dans une petite entreprise de livraison de lunch en Israël, ce qui fait que j'entrais dans toutes les familles. Les gens ne savaient pas que j'étais un goy. Et je pense que dans les familles les plus orthodoxes de Mea Shearim, s'ils avaient su que c'était un goy qui mettait la table, je crois qu'ils n'auraient pas été très contents. C'est la différence avec Jean-Marie Lustiger. Vous êtes un goy juif et lui était un juif goy. Je suis pas juif. Je reste goy complètement, 100%, à mon avis, sauf on sait jamais, c'est un plombier juif. C'est un petit clin d'œil. Voilà. Mais par contre, c'est vrai que j'ai compris que pour négocier et parler avec les Israéliens, et même pour crier avec les Israéliens, il fallait parler hébreu. Alors, Patrick Desbois, à l'origine de votre engagement, il y a le souvenir de votre grand-père, prisonnier de guerre pendant la Seconde Guerre mondiale, au camp de Rava-Ruska, c'est à la frontière entre la Pologne et l'Ukraine, et tout commence, Père Patrick Desbois, par le silence de ce grand-père. Oui, c'est-à-dire que j'ai été éduqué par lui, et il est un homme très rigolo, un peu comme Benigni, mais dès qu'on parlait de Rava-Ruska, silence radio. Ma grand-mère pleurait à chaque fois, et donc j'ai profité de moments où j'étais tout seul avec lui, parce que il allait acheter des poulets, donc on partait en camion dans les villages, et je lui disais, mais qu'est-ce que tu as fait? Et il voulait pas parler. Je lui dis, peut-être t'as tué des gens si tu veux pas parler. Donc il s'est mis en colère, ce qui lui arrivait rarement, et il m'a dit, j'ai tué personne, on était prisonniers, on n'avait pas d'eau, on n'avait pas à manger, mais en dehors du camp, c'était pire que le camp. Et puis c'est tout. Alors. Et puis je ne savais pas ce que c'était. Mon grand-père est parti sans que je comprenne ce qui s'est passé. Il est décédé. Il est parti en quelle année? Il est parti quand j'avais 17 ans. Donc ça fait dans les années 72. Et je me souviens d'ailleurs, il était en bout de table. Il m'a dit, qu'est-ce que tu feras quand je serai mort? Et j'étais de l'autre bout de la table et je lui ai dit, j'hériterai. Et je n'avais pas compris que j'hériterais de la Shoah. Et donc un jour, je suis retourné à Rava-Ruska, par hasard d'ailleurs, et j'ai découvert que là-bas, ils avaient fusillé 18 000 juifs et que personne ne voulait en parler. Donc j'y suis retourné 5-6 fois jusqu'à ce que je trouve la fausse copie. Et c'est peut-être ça ce que disait votre grand-père, en dehors du camp, c'était peut-être pire que oui, camp. Parce qu'ils ont fusillé, la ville était à 75% juive, donc il a vu l'assassinat des juifs. J'ai lu beaucoup de témoignages maintenant de déportés. Ils disaient à Rava-Ruska, on chassait les Juifs comme on chassait les lapins en Sologne. Alors vous êtes rendu sur les lieux de l'enterrement de votre grand-père à Rava-Ruska en Ukraine, et c'est là que vous recueillez le témoignage de beaucoup de villageois qui vous racontent, Père Patrick Desbois, leur expérience et leur vie aux côtés, si l'on peut dire, de l'exécution des Juifs par balle. Est-ce à dire que ça a été, c'est une question que je vous pose, mais j'en connais la réponse, un bouleversement dans votre vie, et pourquoi? Il y a eu 2 bouleversements. Il y a d'abord quand j'ai découvert Rava-Ruska, j'étais tout seul, je préparais un pèlerinage pour aller voir le pape Jean-Paul II, ça n'avait rien à voir. Et puis dans la nuit, ça m'est venu comme une lumière que la Shoah était une clé de ma vie. Donc je suis allé à Yad Vashem. Et pourquoi? Je ne sais pas.
Ma vie a toujours changé. Une révélation. Ma vie a changé 2-3 fois en une soirée. Et donc, c'est devenu une évidence, comme la foi était devenue une évidence. Donc, je me suis rendu en Israël, à Yad Vashem, j'ai étudié 7 fois là-bas, j'ai même fait des conférences, et puis après, j'ai dit, c'est pas à Jérusalem qu'ils ont tué les Juifs, hein, c'est là-bas. Et donc, j'ai décidé de retourner là-bas. Et d'ailleurs, chaque fois que j'atterrissais, je me disais, je reviens, alors que je n'étais jamais revenu. Et j'ai découvert effectivement que les fusillades étaient publiques, et que les Allemands ne voulaient pas se salir les mains, ils voulaient que tirer, et voler les biens, et violer les filles, et que tout le reste, ils le faisaient faire par des paysans qui creusaient, qui comblaient, enfin il y a 22 petits métiers, et que ces gens voulaient parler. C'était la grande révélation, c'est-à-dire que les Ukrainiens voulaient parler avant de mourir. Et alors vous comprenez l'importance des témoignages, c'est là donc à Ravarouska que vous comprenez cette importance des témoignages, et vous décidez donc de continuer à en recueillir, et quelque part, Père Patrick Desbois, c'est en quelque sorte la suite du travail de Claude Lanzmann avec Shoah. Oui, c'est un genre, c'est un personnage incroyable, monsieur Lanzmann, et on s'est rencontrés de très nombreuses fois. Je dirais c'est à la fois le modèle Lanzmann et le modèle des Klarsfeld. Moi, j'ai toujours été marqué par qui ont préfacé votre dernier livre. Oui, mais dont on va parler. Je les aime beaucoup, et je dirais, vous vous rendez compte, ils ont passé leur vie à chercher les nazis. Les gens disent toujours ça, mais ils ont surtout passé leur vie à chercher le dernier visage du petit enfant arrêté dans une rue de Paris, de Lyon, de Marseille, et déporté dans un train pour le camp d'Auschwitz ou d'ailleurs. Et ce travail fait main, ce que j'appelle ça à la française, car ça se fait nulle part ailleurs, eh bien, effectivement. Poussé par Lustiger, poussé aussi par Israël Singer, Serge Swagenbaum du Congrès juif européen, d'autres gens, le CRIF aussi, Kuckerman et d'autres, Adjenberg, Praski évidemment, mais on n'en parle pas. Vous dites aussi Philippe Barbarin, voilà. Jean-Pierre Ricard, voilà. Israël Singer, donc le rabbin, et Swagenbaum. Et puis donc vous avez aussi publié un certain nombre de livres, vous détaillez ce travail, cette recherche, à la recherche de témoignages donc en Ukraine, dans le livre La Shoah par balle, ça a été publié chez Plon en 2019, et dans Porteur de mémoire sur les traces de la Shoah par balle, c'est déjà chez Michel Lafon en 2007. Oui, c'est le deuxième livre le plus important parce que je décris comment les Allemands faisaient pour arriver à l'heure, à 6 heures du matin dans le village, et quitter les villages à 5 heures du soir, et quel que soit le nombre de Juifs, les Juifs étaient morts. Sauf les grands sites comme Babillard. Et pour moi, c'était une énigme. La réussite, la malheureuse réussite, puisque vous vous rendez compte que ces gens-là ont fusillé des Juifs pendant 3 ans, quasiment tous les jours, avec succès. Et donc, j'ai voulu analyser quelle était la stratégie cachée, la méthode cachée, qui a fait le succès de cette Shoah, réalisée par des criminels allemands ou des criminels locaux. Et j'ai mis 4 ans pour écrire le deuxième livre. Et ce deuxième livre est moins connu d'ailleurs parce que je révèle finalement comment ça a marché. Et alors comment ça a marché ? C'est-à-dire que, par exemple, ils envoient... Enfin, comment l'horreur a pu fonctionner ? Ça a fonctionné de façon très simple. C'est-à-dire que d'abord, les tireurs étaient jamais les mêmes d'un village à l'autre. Ils buvaient, et avant, ils envoient un architecte qui va chercher où faire la fosse, calculer le volume, trouver des creuseurs. Et en gros, ça a marché parce qu'ils ont utilisé des centaines, parfois des milliers de civils soviétiques qui ne payaient pas, parce que chez les soviets, on n'était pas obligé de les payer, pour faire tous les petits travaux. Et préparatoire et accompagnatoire. Et accompagnatoire de cette Shoah barbare. Aussi, ces Juifs étaient tués en public et je dirais surenvironnés par les villageois. Et vous dites le jour ? Toujours le jour. Les Allemands tuaient rarement de nuit, c'est arrivé, mais très rarement. Les Soviets déportaient de nuit, les Allemands assassinaient les Juifs en plein jour, et je dirais avec un carnaval villageois. Et alors vous faites réapparaître ces témoignages. Quand vous avez rencontré ces villageois ? On le fait toujours. On a une équipe en ce moment en Ukraine, une autre en Pologne. Mais vous avez rencontré des villageois qui étaient vivants du temps de la Shoah. Ah oui, on rencontre toujours. Donc qu'est-ce qu'ils vous disent ? On frappe à leur porte et on leur demande tout simplement. Est-ce qu'ils se sentent responsables et coupables de ce qui s'est passé ? C'est typiquement une question d'ici. Vous savez, quand on a vécu sous Staline pendant longtemps, la responsabilité et la culpabilité, elle est je ne sais où, mais elle est pas dans la conscience. Donc non, on leur pose pas ça. On leur demande d'où venait la voiture, où elle s'est garée, est-ce qu'il y avait des chiens, qui frappait aux portes des Juifs, qui les a appelés, qui étaient les traducteurs, où ils se sont alignés. Et on va sur les sites. On va de la route de l'exécution jusqu'à la fosse, c'est-à-dire on reconstitue le crime, car malheureusement les négationnistes, dès que les derniers survivants vont disparaître, vont se démultiplier. Si vous regardez sur la planète, il y a plus de négationnistes que d'enseignants de la Shoah. Parce que vous avez découvert
un nombre important de fosses communes. Oui, on a découvert 2800 sites d'extermination de juifs. Les plus gros sites sont au nord d'Odessa, donc environ 45 000 juifs. Et puis un autre en Biélorussie, aussi avec environ 54 000 juifs. Et d'ailleurs, 2 présidents de la République vous ont rendu hommage. François Hollande, c'était en 2014 au dîner du CRIF, et le président Macron en 2017. Voilà. Et le président Sarkozy qui m'a donné la Légion d'honneur. Et le président Sarkozy. Donc, je dirais oui, en même temps, je suis un personnage qui n'est pas show-off, c'est-à-dire je me montre pas énormément. Votre nièce maintenant m'aide à être connue, mademoiselle Bérébi. Mais sinon, j'étais plutôt discret. Je le suis moins maintenant, parce que je dirais le temps presse. Les terroristes utilisent les mêmes méthodes de tir que l'utilisaient les Allemands. Et on va parler des Yézidis, puisque c'est ça dont vous parlez. Sur la Shoah par balle, donc vous précisez les choses dans ces livres. On lit comment et on comprend que toutes les étapes de ce crime, de la Shoah par balle, en Europe de l'Est, ont été savamment organisées, ce que vous disiez à l'instant, de l'élévation des barricades entourant les ghettos, à la mise à mort des Juifs, en passant par le creusement des fosses, le comblement de ces mêmes fosses, ou même la préparation des repas des bourreaux et la revente des vêtements des victimes. Oui, tout était coordonné. Par exemple, quand les Allemands arrivent dans le village à 6 heures du matin, ils convoquent beaucoup de gens, dont les cuisinières. Et les cuisinières russes, souvent, sont obligées de cuisiner. Et à l'heure, elles cuisinent pour les Allemands et pour les auxiliaires. Et si c'est pas prêt, ils leur hurlent dessus. Donc j'ai interviewé plusieurs de ces cuisinières ou des filles de cuisinières qui racontent qu'elles servaient à manger aux Allemands sur une table avec une nappe blanche et que 2 par 2, les Allemands se levaient, tuaient des Juifs et revenaient à table. Alors, parmi les témoignages que vous avez recueillis, quels sont ceux qui vous ont marqué? Beaucoup, vous savez. C'est une question difficile parce qu'on a interviewé plus de 8000 personnes. Donc, est-ce qu'ils disent tous la même chose? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ressort de ces témoignages? Pas du tout. Il peut y avoir des histoires d'amour brisées. Je me rappellerai toujours de cette femme, colonel de police en Biélorussie. Elle était jeune. Elle est tombée amoureuse d'un jeune juif qui s'appelait Sacha. Et elle lui a amené à manger secrètement dans le ghetto. Elle mettait une étoile jaune, elle lui a amené à manger. Et puis un jour, elle s'est fait tabasser par un policier, donc elle n'a pas pu y aller. Et le jour de l'exécution, donc tous les juifs sortent du ghetto pour se faire fusiller. Et elle joint la famille. Une voisine la voit, et la claque, elle lui dit « Qu'est-ce que tu fais là ?» Et après, je lui dis « Mais vous avez revu Sacha ?» Et elle me répond cette phrase. Elle était restée l'adolescente qu'elle était, alors que moi je l'interviewais comme vieille âme. Elle m'a dit « Je ne voyais que lui ». Donc je dirais, on a beaucoup, les gens oublient qu'il y a aussi beaucoup d'histoires d'amour brisées. Il y a aussi évidemment les histoires inverses, où un témoin me raconte qu'il fouillait dans les greniers des Juifs pour voler des biens, et que tout d'un coup il trouve un Juif caché dans un grenier, et qu'il appelle les Allemands pour qu'ils le fusillent, pour qu'il n'oublie personne. Et qu'est-ce qu'il en dit 70 ans après? Rien, il raconte où était le Juif. Et il considère que... On ne demande pas ce qu'il considère. On ne demande pas. Nous, on est vraiment dans l'enquête. Mais qu'est-ce que vous voyez dans son visage quand il vous parle? Rien. Chez les Soviets, si vous voyez quelque chose, vous me téléphonez. C'est ce qui est terrible d'ailleurs. Et il y a quelque chose aussi, c'est votre thèse, Père Patrick Desbois, c'est la zone grise des génocides. Oui, c'est-à-dire que les gens... tout ce qui est ni victime ni bourreau. Voilà, les gens croient qu'il y a d'un côté les assassins méchants et leurs collaborateurs, et puis après les victimes. Malheureusement, il y a beaucoup d'espace entre les deux, et il y a beaucoup de gens qui se proposent au milieu. Je me rappelle dans un village, donc les Juifs étaient arrêtés pour être fusillés, on les faisait marcher, et puis tout d'un coup on les faisait tourner dans le champ, donc les Juifs jetaient leurs biens pour pas qu'on les donnait aux Allemands. Et les Allemands les ramassent évidemment. Et un type du village, il a monté une table avec des cigarettes, et il vendait des cigarettes aux Allemands en échangeant contre les biens juifs. Voilà la zone grise. La zone grise, c'est des milliers d'hommes et de femmes, innocents ou coupables, ou ni innocents ni coupables, qui veulent être là pour tirer souvent un bénéfice ou bien pour se placer. Et sans zone grise, il n'y a pas de génocide. La zone grise aussi, c'est ceux qui se sont tus? C'est tout le monde. C'est tout le monde qui est là. C'est la jeune fille qui va voir sa copine se faire tuer. C'est comme aussi... on assiste à un spectacle? Oui. Ah oui. De toute façon, c'était un spectacle. Très souvent, les gens disent, j'ai réussi à avoir une bonne place la première fusillade, mais la deuxième fusillade, j'ai pas eu une bonne place, on voyait pas tout. Oui, les gens cherchent à se placer. Les Allemands, d'ailleurs, acceptaient ça. Alors, la zone grise, c'est ce que vous avez vu, ce qu'ont vécu les Juifs pendant la guerre.
via leur bureau. C'est aussi ce que vous avez vu avec le génocide des Yézidis, Patrick Desbois. Depuis donc 2015. Je précise une chose auquel vous venez de consacrer un livre, Les larmes du passeur, c'est aux éditions du Rocher. Oui, ce livre, je voulais justement, il est sur la zone grise. Les Yézidis, donc c'est un peuple qui n'est ni musulman ni chrétien, qui est zoroastrien, qui a été classé comme religion du diable, qui a cohabité longtemps avec les juifs, les musulmans et les chrétiens, mais maintenant qui se retrouvait tout seul en terre d'islam. Et Baghdadi et ses hommes ont dit on va les mettre en esclavage, donc tout était possible. Et aujourd'hui, donc on a filmé 400 Yazidis juste quand ils s'évadent, et on essaie de travailler à la justice en participant à des procès en Allemagne. Et on a 4 centres pour rétablir les femmes et les enfants. Une femme qui sort de chez Daesh a été vendue entre 25 et 35 fois. Et malheureusement, a eu aussi 2 ou 3 grossesses forcées, donc a eu des enfants qu'elle a dû abandonner. Parce qu'il faut expliquer les choses. Les Yézidis, c'est un peuple, comme vous le dites, réduit à l'état d'esclaves par Daesh. Et les femmes, les enfants, donc les femmes prostituées. Les femmes pas prostituées, elles sont vendues. C'est-à-dire, elles peuvent être vendues par un homme saoudien. Le lendemain, il la revend à son frère. Qui ont fait peut-être des prostituées, etc. Et puis, parfois, ils tombent amoureux et restent avec. Et les enfants, ils ont vocation à être des tueurs, des assassins. Voilà, les enfants sont isolés des familles. On leur lave la tête, on les isole et on les forme dans des camps secrets en Syrie, et pour qu'ils deviennent terroristes. Donc on est en ce moment en train d'aider 150 enfants yazidis qui ne sont pas musulmans pour qu'ils retrouvent leur identité. Et page 15 de ce livre, vous citez Elie Wiesel, les passeurs nous permettent de garder foi en l'homme malgré les hommes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les passeurs, c'est-à-dire que les yazidis ont tout de suite compris qu'ils étaient seuls, donc ils ont suscité des passeurs qui ont monté des réseaux secrets pour sauver les gens. Alors c'est pas des bénévoles, c'est pareil, c'est la zone grise, c'est des gens qui se sont fait payer, parfois grassement. Mais néanmoins, il n'y a pas de Yazidi vivant sans un passeur. Les Juifs en savent quelque chose. C'est injuste peut-être quelque part. Je dirais pas. C'est pour ça que je vous pose la question. Je dirais pas que c'est des justes. C'est des gens qui ont choisi la vie. Ils ont choisi la vie pour les autres avec de l'argent, mais ils ont choisi la vie parce qu'il y en a d'autres qui ont été des passeurs pour faire partir les Daesh, pour que les Daesh tombent pas sous les armes des Américains ou des Français. Donc c'est des hommes, moi je les connais, les passeurs, c'est des hommes et des femmes, des boulangers, des facteurs, des gens qui avaient une vie banale, ou pas banale mais classique, et tout d'un coup, à cause de leur réseau, ils ont sauvé des gens. Et les Juifs savent ce que c'est, mais il n'y a pas beaucoup de Juifs, il n'y a pas beaucoup de livres sur les passeurs qui ont sauvé des Juifs avec de l'argent. Et alors, vous écrivez, vous avez posé cette question, que faisons-nous alors que ces hommes et ces femmes se battaient seuls pour la survie des innocents? Qu'est-ce que nous faisons ici, en Occident et en France? Aujourd'hui, ma question, c'est, on peut pas rester les bras croisés. Vous savez, avec 50 €, on aide un orphelin qui a pas de chauffage. Aujourd'hui, il fait froid, la neige va arriver en Irak. On a, nous, 400 personnes à charge entre les garçons et les femmes dans les différents centres. Et quand je dis qu'il faut nous aider financièrement, les gens y réfléchissent. On dit, qui sauve un homme, sauve l'humanité. D'accord, ok. Mais maintenant, on peut le faire. Avec Internet, on sait. Avec Internet, on est tous témoins. Avec Internet, on est tous responsables. On peut pas dire, je savais pas. Mais la plupart des gens s'en foutent et se soucient beaucoup plus de savoir comment ils vont faire Noël ou le jour de l'an, de comment ils vont sauver une victime d'un génocide. Parce que être injuste parmi les nations, tout le monde peut le faire aujourd'hui. Vous pouvez sauver quelqu'un. Si vous voulez pas passer par notre association, passez par une autre, mais faites quelque chose. Et vous, qui êtes un homme d'église, vous dites, à quelques jours de Noël, il vaut mieux sauver un Yézidi que de fêter Noël. Non, c'est les deux. Mais je veux dire, la question n'est pas de savoir si on va être 30 ou 32 dans l'église. La question, elle est qu'on soit chrétien, musulman, juif ou bouddhiste. À la fin, le bon Dieu va vous demander, qu'as-tu fait de ton frère? Comme je dis, il va pas demander qu'a fait ton président, qu'a fait ton Sénat, qu'a fait ton Premier ministre, ni qu'a fait ton organisation juive ou ton église, ou qu'a fait ton pape. Il va dire qu'as-tu fait. Et je pense que chacun de nous, à la fin, il va falloir qu'on réponde. On ne pourra pas dire j'ai simplement été au ski. Et comment on fait pour aider ces enfants? Vous écrivez, ces enfants que le Daesh veut enfermer dans des écoles islamiques hermétiques, qui n'a d'autre but que d'en faire des kamikazes. Pour le moment, je vous dis, nous, notre association, on se rend au moins 6-7 fois par an en Irak. On a 18 salariés en Irak. On a des nurseries. On a des éducateurs, des psychologues, et on estime à 65% de réussite. Et puis les femmes qui ont été vendues et revendues, on leur apprend un métier, on voit un psychologue. Mais c'est vrai qu'il nous faut des soutiens financiers. J'appelle quiconque veut nous soutenir à soutenir notre association. Et comment il faut faire alors? Ça s'appelle Yarad Inunum, c'est un peu compliqué pour les gens. Ils peuvent trouver sur mon Facebook personnel, ils peuvent cliquer en message privé et je leur dirai comment faire. Qui cherche mon nom sur Facebook. Donc, Père Patrick Desbois sur Facebook. Et même sans père, il le trouve. Et il le trouve. Alors, ce génocide des Yézidis, Père Patrick Desbois, il ne rappelle que trop la Shoah. Vous écrivez page 28 de ce livre,
à l'aide de radios et de téléphones portables, les chefs de Daesh, que les autres nomment émirs, coordonnent les rafles. Tout a été planifié et exécuté en 72 heures. C'est exactement pareil. C'est-à-dire, ils font un deal avec les voisins, comme les Allemands faisaient avec les Ukrainiens. C'est les rafles, quoi. Hein. Et ils leur disent, voilà, vous inquiétez pas, il y aura simplement aller à l'administration faire des papiers. Les gens vont à l'administration, et là, on enferme tout le monde, on enlève les nouveau-nés, on tue les personnes âgées, on tue les hommes, on sélectionne les jeunes filles vierges, on les vend par groupe de 100, 200, et puis ça commence. Et ça va durer jusqu'à maintenant, puisque Daesh n'est pas mort, c'est aussi ça qu'il faut dire. Daesh est encore vivant, Baghdadi a un successeur dont personne ne parle, Daesh est installé aussi au Mali, au Niger, au Burkina Faso et toute cette région-là. Daesh est aussi installé en Afghanistan et dans d'autres pays. Et Daesh, malheureusement, on le sait, a des adeptes en France, puisque tous les tueurs de Vienne, de Paris ou de Nice jurent fidélité au successeur de Baghdadi. Et combien de Yazidis ont été capturés par Daesh? Combien capturés? Combien exterminés? On n'en sait rien parce que personne n'a accès aux fosses communes, on ne nous laisse pas avoir accès aux fosses communes. Et aujourd'hui, je dirais, on est surtout soucieux des gens qui sont encore chez Daesh, ils sont en Syrie ou dans d'autres pays que je peux pas nommer pour ne pas perdre mes visas. Et donc, vous allez régulièrement dans ces pays, hein? Oui. On est toujours en lien avec les passeurs, et lorsque l'on arrive, on réfléchit comment aider tel ou tel. Vous savez, une fille, par exemple, elle est sortie de chez Daesh. Je donne à un garçon. Un garçon a essayé de se sauver d'un camp de Daesh parce qu'il a dit, je veux pas me battre pour Daesh. Donc, il a volé un vélo, il est parti du camp d'entraînement. Le chef du camp a pris une voiture, il lui a roulé 2 fois dessus, il lui a cassé les 2 bras, les 2 jambes. Il l'a emmené à un hôpital de Daesh et ils lui ont mis du métal trop petit pour qu'il ait très mal. Donc il a fallu nous qu'on paye pour enlever tout ce métal et qu'il puisse grandir. Donc c'est pour vous dire, Daesh, c'est vraiment des monstres. Je n'ai jamais entendu des interviews aussi monstrueux que chez les victimes de Daesh. L'islamisme, Patrick Desbois, c'est un nouveau totalitarisme? C'est une pathologie, oui. C'est-à-dire que les gens... des fois, c'est on appelle ça maintenant des délinquants islamistes, c'est-à-dire c'est des gens des fois qui sont pas forcément de très bons musulmans, qui boivent, qui vendent du shit, etc. Puis quelqu'un les joint et lui dit mais en quelques jours tu peux devenir non seulement un méga musulman, mais tu vas aller au ciel. Et le gars il dit waouh, j'ai plus à traîner dans la banlieue. C'est par exemple le cas d'Abdel Salam. Abdel Salam. Et donc parce que mon collègue était policier à Molenbeek. Donc cette ville belge de la banlieue de Bruxelles, d'où vient Abdel Salam? Il l'a connu avant et il disait que c'était une famille qui piquait des sacs aux grands-mères et qu'on arrêtait pour des choses comme ça et que ils buvaient de la bière, la famille vendait du shit et puis tout d'un coup il a flashé, quelqu'un l'a flashé et il a voulu devenir un bon musulman et il a emmené sa bombe. Est-ce que vous diriez que la société est malade de l'islam politique? Non, je dirais que la société est malade d'elle-même. C'est-à-dire qu'il n'y a pas tellement de valeurs et surtout les gens veulent vivre les yeux fermés. C'est-à-dire, ils veulent vivre comme avant. Peut-être que quand Hitler était là, peut-être que c'était pareil. Peut-être que les gens ne cherchaient qu'à manger et les vacances. J'en sais rien. Ça me surprendrait pas beaucoup. Je suis pas un spécialiste de la vie française sous l'occupation. Mais les gens essaient de ne pas y penser. Ils essaient de dormir tranquille. Du coup, les islamistes ont un boulevard devant eux parce qu'ils savent qu'il y a que la police et les services secrets et que les autres, ils pensent plutôt à leurs vacances. Ils pensent plutôt à leurs vacances, ils se taisent. Ils ont besoin de se taire puisqu'ils n'y pensent pas. Et vous dites, il faut y penser. Je dis qu'il faut éduquer la jeunesse à connaître ce qu'est Daesh, ce qu'est Al-Qaïda aujourd'hui, ce que sont les mouvements de terrorisme. Faut pas être paranoïque, faut pas être anti-musulman, mais faut être conscient de qui aujourd'hui peut décapiter un professeur, peut tirer dans un magasin cachère ou tuer une petite fille devant une école juive à Toulouse. Alors justement, depuis un certain nombre d'années, Patrick Desbois, certains cours de sciences, certains cours d'histoire, comme la Shoah, ne peuvent pas être enseignés dans les écoles de ce qu'on appelle depuis les années 2000 les territoires perdus de la République. Et désormais, c'est la laïcité et pour tout dire le savoir que l'on voudrait interdire à l'école. Vous qui avez été un enfant de l'école laïque, vous savez ce que c'est. Et je fais allusion, bien entendu, à l'assassinat du professeur Samuel Paty. Alors, comment on en est arrivé là et comment on peut sortir de ça? Pour moi, c'est très compliqué parce que, effectivement, il y a des territoires où malheureusement l'islam radical règne par la terreur. Il y a aussi, il faut pas oublier, le vente de la drogue, car faut pas croire qu'il n'y a que l'islam radical. Il y a la drogue et tout le système qui va autour. Donc, je pense qu'il faut, en tout cas, pour Daesh, c'est facile parce que Daesh a tué d'abord des musulmans. Donc on devrait pouvoir enseigner la tentation terroriste et comment ne pas y céder dans toutes les écoles. Je ne vois pas du tout pourquoi un musulman peut s'opposer à un enseignement sur Daesh. Tous les musulmans ne sont pas Daesh et Daesh a tué des musulmans par milliers.
et sur l'enseignement donc d'un certain nombre de cours d'histoire, des sciences, et puis surtout l'état de l'école aujourd'hui, c'est un problème de respect, c'est quoi ? C'est un problème de rapport de force, c'est-à-dire que quand vous voyez que là, dans le cas du professeur Paty, des parents d'un enfant qui n'était pas dans la classe est allé avec un responsable islamiste, etc., et qu'on accepte ça, heureusement actuellement que le gouvernement est en train d'essayer de faire voter des lois qui freinent la machine. Je pense quand même qu'il y a un changement en ce moment en France. On commence à appeler un chat un chat. Je suis content qu'on ait enlevé le mot séparatisme parce que j'ai jamais entendu à Téhéran ou ailleurs parler de séparatistes. Moi, j'ai des amis corses, alors eux, ils sont un peu séparatistes, mais enfin, les islamistes en banlieue française, je les vois pas séparatistes. Alors, vous faites allusion justement au projet de loi qui a été présenté cette semaine en Conseil des ministres par Gérald Darmanin et Marlène Schiappa, loi confortant les principes républicains, donc présenté ce 9 décembre au Conseil. Ça va dans le bon sens pour vous ? Ah oui, pour moi, ça va dans le bon sens. J'ai écouté Marlène Schiappa. Je ne suis pas un macroniste jour et nuit, mais je dois reconnaître que là, ils font un sacré effort qu'ils appellent un chat et qu'ils essaient de prendre des mesures, je dirais, qui touchent réellement les traditions des islamistes. Parce que vous pensez à quoi précisément ? Je pense, par exemple, lorsqu'il commence à dire qu'on ne peut pas arriver avec, on peut pas travailler dans la fonction publique en ayant une tenue islamiste, etc. Ça me paraît. Je vous donne un exemple. Si quelqu'un est habillé demain avec une croix gammée sur sa manche dans la rue, au centre de Paris, il va se faire arrêter. Il va se faire arrêter. Mais si quelqu'un demain est habillé avec tout l'attirail des islamistes, il ne va pas se faire arrêter. Mais qui risque de tuer quelqu'un aujourd'hui ? Un type avec une croix gammée sur une manche, ou bien un type qui est marqué par l'islam radical et qui a une idée qu'on est tous des mécréants. Donc, je pense que c'est l'État, à mon avis, pose des gestes. Moi, en tout cas, je suis assez admiratif de cette loi. Je crains bien qu'elle va être écornée pour, on va dire, le respect des convictions. Enfin, le temps qu'elle passe au Sénat, le temps, etc., au Conseil d'État, et qu'on va dire que c'est atteint à tout l'islam et l'islamophobie, etc. Mais en fait, non. Quand on est en Irak, en gros, quand il voit un islamiste, il est quasiment sûr de se faire contrôler. Nous, quand on est contrôlé par les policiers, ils regardent s'il y a un islamiste dans la voiture. Hein. Vous dites au gouvernement français, il faut aller voir ce qui se passe en Irak ou ce qui se passe dans certains pays musulmans. Ils le savent très bien, mais je pense que maintenant, pour la première fois, ils osent le faire et apparemment, ils n'ont pas de coup de fil contradictoire du Qatar. Et sur la limitation de la scolarisation à domicile, qu'est-ce que vous en pensez ? Malheureusement, je pense que ça provoque une polémique, y compris chez certains catholiques. Oui, je le comprends, mais alors à ce moment-là, c'est vrai qu'il est difficile de dire on limite la scolarisation à domicile des islamistes. Donc ils sont bien obligés. Je veux dire, nous, il nous est facile parce qu'on n'est pas au gouvernement, donc on est facile de dire attention, vous touchez autre chose, et ça va être le débat démocratique. Mais néanmoins, le fait que des parents islamistes disent mon gamin ne peut pas aller à l'école parce qu'il va être assis à côté d'une fille, non. Il faut dire non. Il va aller à l'école républicaine. Mais ce que je dis, c'est comment on va assurer la sécurité des professeurs, car la jeune prof ou le jeune prof qui se retrouve face à une classe avec des enfants d'islamistes, je ne vois pas comment il va s'en sortir concrètement. Alors il y a les islamistes, il y a aussi peut-être quelque part les compagnons de route des islamistes. Ça vous dit quelque chose ou pas ? Ça vous parle ? Oui, c'est-à-dire c'est ça la zone grise. C'est ça la zone grise. Ces types, ils avancent pas tout seuls. Hein. Ils avancent avec une armada. Vous savez, quand dans une famille musulmane, il y a un cousin islamiste, c'est pas facile au reste de la famille de le jeter par la fenêtre. Hein. Donc du coup, le gars, il essaie de s'entourer par une sphère de protection. Et au niveau politique ? Il y a des compagnons de route des islamistes ? C'est-à-dire que ce qui est un peu curieux, c'est Monsieur Mélenchon. Normalement, il est un spécialiste de la laïcité, de la gauche dure, et comme par hasard, dès qu'on attaque les islamistes, lui, il monte au créneau. Alors, il dit, Mélenchon, d'ailleurs, je vous cite ce qu'il dit, il y a dans ce pays, fabriqué et alimenté par tout un courant d'idées, une haine des musulmans déguisée en laïcité. C'est-à-dire que Monsieur Mélenchon, je crois que d'abord, il ne sait pas, il rêve d'être au deuxième tour, et je crois qu'il ne le sera pas, mais il se dit, si j'arrive à avoir la voix de la majorité des musulmans, j'ai quand même une chance. Donc je pense qu'en fait, il est dans une démarche électoraliste de A à Z. Faut pas oublier qu'il va dans des manifs où on crie Allahu Akbar. Je vous dis, les mêmes manifestations en Irak seraient sanctionnées. Donc, en Irak, je peux vous dire qu'ils sont très durs, que dès qu'ils voient les islamistes commencer à bouger, ça chauffe. L'islamo-gauchisme, ça vous parle aussi ? Oui, c'est le même courant, mais c'est un courant électoraliste de bas niveau, c'est-à-dire, on est prêt à tout.
Je dirais que si tous les Chinois étaient prêts à voter pour lui, il parlerait chinois, Mélenchon. Alors, on arrive à la conclusion de cette émission, Patrick Desbois, Père Patrick Desbois. Vous êtes allé depuis pratiquement 20 ans à la rencontre de l'horreur, à la rencontre de l'ignominie, des massacres, des génocides du siècle dernier et de ces dernières années. Patrick Desbois, est-ce que malgré tout ça, vous croyez encore en l'homme et en l'humanité ? Oui. Et éventuellement en Dieu aussi. Et éventuellement en Dieu. Comme je dis, croyant, quoique prêtre. Et oui, je crois je crois à la jeunesse. Je crois qu'il faut éduquer une jeunesse. Je travaille avec beaucoup de mouvements de jeunes, dont l'UEJF. Je crois qu'il faut éduquer une génération de jeunes. On manquera de leaders demain. On le voit bien déjà maintenant. Donc il faut préparer des leaders qui soient de n'importe quelle confession, des leaders qui aient les yeux ouverts, qui aient pas peur, qui savent ce qui se passe et qui se battent pour des valeurs, je dirais, qui sont françaises et plus largement que françaises. Oui, je reste croyant. De toute façon, ma famille, du côté de ma grand-mère, était très très croyante et tous les hommes avaient été déportés, ça nous a pas enlevé la foi. Mais vous croyez toujours en Dieu? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Si on n'y croit pas, on va le laisser tout seul. Hein. En tout cas, merci d'avoir répondu à notre invitation, Père Patrick Desbois. Bon après-midi, bonne fin d'après-midi sur Radio J et à dimanche prochain. Merci. Bonne semaine à vous.